Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes de nouveau rejoints aujourd'hui par le professeur Jeffrey Sachs. C'est donc un plaisir de vous avoir à nouveau dans l'émission. Glenn, c'est un plaisir d'être avec vous, comme toujours. Merci. Eh bien, nous faisons face à une crise après l'autre en ce moment, toutes s'aggravant. Des guerres de l'Europe au Moyen-Orient. Il est devenu courant de parler à la légère d'une guerre contre la Chine. Nous avons cette horloge de l'apocalypse pour la guerre nucléaire qui ne cesse d'avancer dans la mauvaise direction. Il y a des guerres économiques, des bouleversements sociaux, et je dirais une crise de légitimité politique, surtout en Europe. Et il y a une absence de véritable diplomatie pour trouver des solutions à tous ces problèmes, qui ne cessent de s'accumuler. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que certaines personnes, dont Steve Bannon, soutiennent que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé, au vu de tous ces conflits qui convergent. Comment analysez-vous cela? En considérant tout cela dans son ensemble, quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui poussent le monde vers cette crise? Oui, c'est en effet une période très dangereuse, comme tout le monde sur la planète le comprend. Le monde est bouleversé de manière fondamentale. En d'autres termes, il change de façon spectaculaire. À certains égards, cela peut être positif, car la technologie et les possibilités de percées bénéfiques sont bien réelles. C'est aussi positif, parce que les pays pauvres rattrapent leur retard, et que le niveau de vie s'améliore dans de nombreux endroits, notamment en Asie. Mais il est aussi extraordinairement et manifestement dangereusement perturbé par la prolifération des armes nucléaires et par l'évolution de la géopolitique. Alors que le monde est passé d'un soi-disant monde bipolaire, dominé par les États-Unis et l'Union soviétique entre 1945 et 1991, à un monde supposément ou prétendument unipolaire, du moins tel que l'ont déclaré les États-Unis après 1991, nous sommes clairement aujourd'hui dans un monde multipolaire, où les États-Unis, la Chine, la Russie et sans doute d'autres pays, l'Inde entre autres, sont tous des acteurs majeurs. Et je dirais que l'Europe, si elle parvenait un jour à s'organiser, ce qui n'est pas le cas actuellement, serait un autre acteur. Aujourd'hui, nous avons une compétition pour le pouvoir, mais sans normes, sans vision partagée. Et en effet, je dirais que nous vivons dans un monde où l'Occident, c'est-à-dire le monde dirigé par les États-Unis, tente désespérément de maintenir sa primauté ou sa mainmise sur le pouvoir face à la Chine, la Russie et plus généralement les pays des BRICS. Cela engendre donc beaucoup de perturbations. Ajoutez à cela le fait que nous sommes confrontés à des catastrophes climatiques partout. Un point gênant que beaucoup, comme Trump et d'autres, écartent parce qu'il ne correspond pas à d'autres récits, mais qui est pourtant d'une réalité extraordinaire. Même la Chine et Pékin ont connu une perte massive de vies humaines ces derniers jours à cause d'inondations extrêmes. Les événements à Los Angeles, avec d'immenses incendies de forêt plus tôt cette année, comptent parmi les plus grandes catastrophes jamais enregistrées en termes de dégâts et de pertes. Cela se produit partout dans le monde. Le monde est donc en proie à des bouleversements et en même temps, la qualité du leadership en Occident est lamentable. Donald Trump est instable, imprévisible, non seulement transactionnel, mais je dirais aussi une personne sans aucune perspective à long terme qui dirige actuellement les États-Unis. L'Europe est manifestement dépourvue de tout leadership. Elle est progressivement en état d'effondrement politique ouvert. Ursula von der Leyen est une honte. Et nous l'avons vu lors des soi-disant récentes négociations commerciales entre l'Europe et les États-Unis, où l'Europe a tout simplement accepté les dictats américains. Ainsi, avec un leadership occidental déplorable, avec Donald Trump rempli d'illusions sur la puissance américaine,
avec les bouleversements rapides dans la technologie, l'environnement, la géopolitique et l'économie partout dans le monde, avec la prolifération des armes nucléaires, avec des catastrophes absolues locales, mais pas si locales, devrais-je dire, telles que le génocide d'Israël à Gaza, soutenu et encouragé par les États-Unis et l'Europe, tout cela conduit à une instabilité et un danger extraordinaire. Vous avez mentionné l'horloge de l'Apocalypse. J'y fais très souvent référence, car c'est notre représentation la plus claire et la plus frappante de l'état du monde. Elle prétend ou vise à mesurer à quel point nous sommes proches de catastrophes mondiales totales, telles qu'une guerre nucléaire ou un Armageddon nucléaire. L'aiguille de l'horloge est fixée par ces experts du Bulletin des scientifiques atomiques à seulement 90 secondes de minuit, le point le plus proche de minuit ou du désastre que l'horloge ait jamais affiché depuis sa création en 1947. En d'autres termes, nous sommes arrivés à cette ère de l'IA, des technologies avancées, de la technologie spatiale et de tout cet arsenal plus près du suicide mondial que jamais auparavant. Oui, eh bien, un bon exemple de cela serait l'Europe, en termes de manque de direction et de leadership. Je cite souvent l'Allemagne comme un exemple fascinant, car ils discutent maintenant très ouvertement, vous savez, d'interdire leur parti d'opposition, et même d'acquérir des armes nucléaires. C'est un sujet ouvertement débattu là-bas. Leur objectif de prospérité semble être le keynésianisme militaire. Il y a un soutien ouvert au génocide en Palestine, et ils parlent de guerre avec la Russie, en s'impliquant davantage. Et plus personne ne parle de paix. Donc tout ne va pas bien. Voyez-vous quelque chose d'unique dans le manque de direction de l'Europe, ou est-ce un problème similaire à celui auquel les États-Unis sont confrontés? Eh bien, tout d'abord, je dirais que c'est une régression en Europe. Ce n'est pas que l'Europe ait toujours eu une politique aussi déplorable ces dernières décennies. Après la Seconde Guerre mondiale, qui fut bien sûr l'une des plus grandes calamités de l'histoire, l'Europe a semblé prendre conscience de l'intérieur, non sous la contrainte extérieure, qu'une autre voie était nécessaire. Et cette voie serait la paix, la coopération et la création d'une communauté, une communauté européenne qui est finalement devenue l'Union européenne. Et l'Europe s'est relevée, pas simplement comme un vassal des États-Unis. Il y avait des dirigeants en Europe, assurément, qui prenaient la parole et disaient que les États-Unis étaient sur la mauvaise voie ou sur la bonne voie. Les États-Unis étaient globalement un allié dans le cadre de l'OTAN, mais l'Europe n'était pas subordonnée. Il existait une politique indépendante, et l'Allemagne en est un exemple frappant, car Willy Brandt, par exemple, fut un chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, très indépendant et audacieux, qui a déclaré qu'il nous fallait une approche différente envers l'Est, l'Ostpolitik. Nous devons établir une coopération avec l'Union soviétique et ne pas nous considérer comme condamnés à la guerre en Europe. Cela a ouvert la voie à une nouvelle forme de politique qui a contribué à l'émergence de la politique de Mikhaïl Gorbatchev. Moi-même, jeune économiste à l'époque, j'ai fait partie des groupes de conseil auprès de Mikhaïl Gorbatchev, Boris Eltsine et Leonid Kuchma d'Ukraine lorsque ce pays a accédé à l'indépendance au début des années 1990. J'ai rencontré des dirigeants allemands au début des années 1990. Il semblait que l'Europe était en train de construire une maison européenne pacifique, comme l'avait dit Gorbatchev, de Rotterdam à Vladivostok. En d'autres termes, l'idée était que les anciennes divisions de la période de la guerre froide prendraient fin et que l'Europe, la Russie et l'ancienne Union soviétique trouveraient la paix, la sécurité collective et une prospérité économique partagée grâce au commerce et à l'investissement. Cela semblait se concrétiser. J'y croyais au début des années 1990.
J'ai certainement fait de mon mieux pour que cela se réalise. J'ai conseillé de nombreux gouvernements d'Europe de l'Est, et mon idée principale était qu'ils rejoindraient cette nouvelle union. Non pas que l'Union déplacerait simplement le mur de Berlin de quelques centaines de kilomètres vers l'Est pour exclure la Russie, mais qu'elle construirait une véritable maison européenne. C'était l'idée, parfaitement possible. De nombreux dirigeants européens y étaient favorables. Cela soulève donc la question, Glenn. Qu'est-ce qui a mal tourné? À mon avis, une chose majeure a mal tourné, à savoir que la direction des États-Unis est devenue complètement délirante et arrogante, ivre de pouvoir, croyant à ses propres communiqués de presse, que les États-Unis étaient désormais la seule superpuissance, le pays le plus puissant ayant jamais foulé la planète, la nouvelle Rome, mais surpassant Rome, le pays qui pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et parallèlement à cela, l'Europe s'est alignée. Voilà, selon moi, les deux éléments qui se sont révélés absolument désastreux pour la promesse du début des années 1990. Aux États-Unis, les néoconservateurs ont pris le pouvoir. Et les néoconservateurs avaient essentiellement une philosophie enracinée dans la CIA, l'État profond et quelques pseudo-intellectuels, appelons-les ainsi, qui disaient « Maintenant, ce sont les États-Unis qui dirigent le monde. » Et ils ont fièrement assumé l'idée que oui, les États-Unis sont le gendarme du monde. En ces termes d'ailleurs. Cela avait autrefois une connotation péjorative. Oh, les États-Unis prétendent être le gendarme du monde. Mais eux disaient, oui, bien sûr que les États-Unis sont le gendarme du monde. Nous sommes la seule superpuissance. Pendant un temps, beaucoup en Europe disaient, non, 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 non. Nous ne vous rejoignons pas, par exemple, dans la guerre en Irak, la guerre américaine en Irak, qui était une guerre d'arrogance, une guerre menée avec Israël pour renverser un régime sans véritable raison. Mais cette guerre a été présentée comme une lutte contre les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Ce fut un désastre en termes de déstabilisation, de pertes humaines, de création de chaos dans le monde et de démantèlement de la maison commune européenne. Pourtant, même à cette époque, en 2003, des voix en Europe se sont élevées pour dire « Non, ce n'est pas une bonne idée ». L'Allemagne et la France ont déclaré « Non, nous ne nous rangeons pas du côté des États-Unis dans cette guerre ». Ce fut cependant la dernière manifestation d'indépendance de l'Europe, car les néoconservateurs, George Bush Jr., qui était alors président, ont tapé du poing sur la table et ont dit « L'Europe, alignez-vous ». En 2008, l'Europe était devenue subordonnée aux États-Unis, de façon particulièrement spectaculaire lors du sommet de l'OTAN à Bucarest cette année-là, lorsque l'OTAN a annoncé qu'elle s'étendrait à l'Ukraine et à la Géorgie, ce qui a constitué le prélude, la mise en place à la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et l'Europe, même dans les mémoires de la chancelière Angela Merkel, a essayé un jour de s'opposer. Puis, après le premier jour du sommet de Bucarest, l'Europe a baissé les bras et elle n'a plus jamais été indépendante depuis. Merkel a dit « D'accord, nous allons suivre ». L'élargissement de l'OTAN était acté. L'Europe a perdu sa voix depuis ce jour-là. En réalité, les chanceliers allemands sont de plus en plus pathétiques les uns après les autres. Merz est maintenant un va-t-en-guerre déclaré, totalement impopulaire, avec une popularité en chute libre, parce que le public ne veut pas de cela. Des partis comme l'AfD, qualifiés d'extrême droite, sont en réalité des partis qui disent « Nous ne voulons pas de la Troisième Guerre mondiale ». C'est le cas dans toute l'Europe. La soi-disant extrême droite n'est pas la droite militariste, c'est l'inverse. Le courant dominant est désormais la faction militariste, parce qu'il s'est aligné sur les néoconservateurs américains et a perdu son indépendance. Les dirigeants de l'Union européenne sont devenus des vassaux des États-Unis après 2008. Pour qui Ursula von der Leyen travaille-t-elle? Clairement, pour les États-Unis.
pas pour l'Europe. Elle vient de le démontrer à nouveau avec cet accord commercial soi-disant incroyable, mais en réalité ridicule, dans lequel l'Europe a tout donné aux États-Unis. Alors même que l'Europe est une région plus grande, 450 millions d'habitants contre 335 millions aux États-Unis. Mais l'Europe a dit, nous n'avons aucune carte en main, nous ne pouvons pas négocier, nous abandonnons, nous donnons tout aux États-Unis. Et c'est ça, von der Leyen. Tout cela pour dire, Glenn, que l'Europe a perdu sa voix. Elle a perdu son indépendance. Elle a perdu sa clarté. Et l'une des choses qui s'est produite pour ajouter, c'est que l'Europe est devenue, dans sa rhétorique, en partie guidée par l'État profond américain, follement russophobe. Follement russophobe, au point qu'elle est incapable de réfléchir lucidement, honnêtement, ne serait-ce qu'un instant, à la façon dont nous en sommes arrivés à cette guerre en Ukraine, ou à la manière dont nous pourrions en sortir. Si vous essayez de dire quelque chose d'honnête à ce sujet, comme l'élargissement de l'OTAN, comme le fait que l'Occident a méprisé et abandonné les accords de Minsk, comme le refus des États-Unis de limiter le déploiement de systèmes antimissiles balistiques aux frontières de la Russie, si vous dites quoi que ce soit de ce genre, oh, vous êtes un apologiste de Poutine, car c'est devenu la rhétorique à propos de la Russie. La politique de vassalisation européenne envers l'État profond américain. C'est très triste, mais l'Europe a perdu son indépendance, et l'accord commercial en est la démonstration la plus flagrante. Ce n'est pas un accord entre deux grandes puissances. C'est un accord entre les États-Unis et une région vassale. Eh bien, je trouve intéressant ce que vous avez dit à propos de la gauche et de la droite, car seuls ceux que l'on appelle l'extrême droite ou l'extrême gauche parlent réellement de paix. À la place, il semble que nous ayons maintenant un centre radical. Mais c'est bien là que réside le problème, le centre belliciste. Oui, si vous n'êtes pas belliciste, on vous considère comme un extrémiste. C'est incroyable. Et c'est tellement absurde. Et maintenant, l'Europe s'est elle-même acculée dans la pire des situations. Une dépendance totale, une humiliation embarrassante vis-à-vis des États-Unis d'un côté, et la même semaine, une régression lamentable des relations avec la Chine de la même manière. Donc l'Europe s'isole en fait. Elle fait monter la tension. Elle est complètement perdue. Et c'est terrible. Nous avons besoin de l'Europe. Nous avons besoin d'une Europe en bonne santé. Vous êtes au bâillement. C'est tout le contraire de ce que nous avons en ce moment. Je pense que les Européens se sont trop engagés dans l'idée de l'hégémonie libérale après la guerre froide. Autrement dit, cela a créé l'hypothèse que le monde serait un endroit beaucoup plus pacifique si les démocraties libérales de l'Occident dominaient simplement. Et cela a, selon moi, empêché toute imagination politique en dehors de l'hégémonie, ce qui pose problème lorsque le monde évolue vers la multipolarité. C'est pourquoi on observe cette panique, à mon avis, et la soumission totale aux États-Unis, comme en témoigne la capitulation de von der Leyen. Il est d'ailleurs assez étrange de voir les mêmes personnes qui réclamaient la rupture des liens économiques avec la Russie et la Chine se plaindre maintenant d'avoir dû céder et capituler complètement face à Trump. Mais lorsque l'Amérique est la seule option parce qu'elle a coupé toutes les autres relations, il ne semble pas voir le lien. C'est exact, Glenn. Je trouve cela vraiment intéressant. Vous savez, lorsque j'ai dit plus tôt cette année, en fait lors d'un discours au Parlement européen, « Mettez de l'ordre dans vos affaires. Les États-Unis représentent une menace pour vous. Comprenez-le. Votre russophobie vous accule dans un coin. » Oh, Monsieur Sachs, c'est de la propagande. C'est ridicule. Mais c'est exactement ce qui se passe, et il ne semble pas le comprendre. L'une des choses fondamentales de la diplomatie, c'est vraiment la base, la diplomatie 101, voire même avant cela, c'est que l'on parle à l'autre camp pour le comprendre, pour essayer même de comprendre sa propre situation.
L'Europe ne parle pas à la Russie, n'a même pas la diplomatie la plus basique, attise la russophobie. Si vous parlez à la Russie, vous êtes un partisan de l'apaisement. C'est ridicule. Et cela ne fait qu'enfermer l'Europe de plus en plus dans cet état de choses pathétique où elle a peur de tout le monde, tandis que son grand allié, les États-Unis, vient rafler tout ce qu'il peut et exige que vous achetiez notre gaz à 6 fois le prix de celui de la Russie. Nous allons vous prendre le Groenland. Attendez un peu. Voyons Ursula von der Leyen dire « Oui, ils n'ont pris que le Groenland. Ils n'ont pas pris tout le Danemark. C'était le meilleur accord que nous pouvions obtenir. » On peut déjà imaginer Ursula von der Leyen tenir de tels propos. Eh bien, vous avez conseillé des gouvernements à travers le monde, et Trump a déjà publié un de vos discours sur les réseaux sociaux concernant le Moyen-Orient. Mais que conseilleriez-vous à Trump aujourd'hui pour sortir de ce bourbier, par exemple en Ukraine? Parce que pour une raison quelconque, il ne parle plus que d'un cessez-le-feu, et Poutine n'est plus un type sympa. Je veux dire, c'est ce genre de discours. Donc, si vous pouviez le conseiller, que lui diriez-vous? Eh bien, tout d'abord, les États-Unis ne peuvent pas dicter les conditions. Point final. Il y a une arrogance du pouvoir incroyable qui caractérise les États-Unis depuis longtemps. Cela s'est particulièrement accentué après la chute de l'Union soviétique en 1991. Trump a dit qu'il s'opposait aux néoconservateurs, mais l'arrogance persiste. Donc Trump n'aime pas ceci, Trump n'aime pas cela. Je vous donne 10 jours, je vous donne 12 jours, je vous donne 50 jours, peu importe. L'idée de Trump, c'est qu'il peut exiger le résultat. Non. Deuxièmement, Trump a dit de manière informelle, en privé, lors de discussions que son émissaire, Witkoff, aurait eu en Russie, apparemment. Oui, nous comprenons que l'OTAN a été une provocation. L'élargissement de l'OTAN a été une provocation. Mais Trump est trop faible pour se lever et expliquer au peuple américain et à l'Europe que l'élargissement de l'OTAN était une mauvaise idée pour l'Ukraine. Une idée désespérément mauvaise, dangereuse, provocatrice, contraire aux promesses faites en 1990, contraire au principe de neutralité permanente de l'Ukraine, qui était la base de son indépendance en 1991. Si Trump était un dirigeant normal mais fort, il expliquerait ce qui se passe. Il ne fait pas. Je pense qu'en privé, il y avait des signes qu'il savait, que J.D. Vance savait, que son émissaire savait, et ainsi de suite. Et il s'agissait là de discussions privées, selon les rapports. Mais en matière de diplomatie, il faut exposer clairement sa position. Tout ne peut pas rester secret. Il faut un soutien public. Il faut pouvoir dire aux va-t-en-guerre comme Lindsey Graham ou Richard Blumenthal, les deux sénateurs qui sont de grands bellicistes aux États-Unis et de grands bénéficiaires des fonds du complexe militaro-industriel, de se retirer. Car c'est là l'essentiel. Trump doit déclarer publiquement que oui, l'OTAN ne s'élargira pas. C'est la base de la paix en Ukraine. Oui, l'Occident n'aurait pas dû ignorer l'accord de Minsk II, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que l'on construit une base politique pour une paix véritable. Comme beaucoup de personnes qui regardent ceci le savent, mais probablement pas assez en sont conscientes, tout ce discours sur un cessez-le-feu par opposition à un accord de paix est une diversion. Un cessez-le-feu signifie que les combats s'arrêtent, mais il n'y a pas de paix. Donc cela peut reprendre à nos conditions quand nous le souhaitons. Ce que la Russie dit à juste titre, et elle a raison, c'est « allons à la racine de ce conflit et trouvons une voie vers la sécurité collective afin que les combats ne reprennent pas ». C'est ce qu'un véritable dirigeant aux États-Unis accepterait. Nous avons eu de vrais dirigeants qui comprenaient ce genre de choses. Nous avons eu Franklin Roosevelt qui comprenait ce genre de choses. John
F. Kennedy comprenait ce genre de choses. John F. Kennedy understood points like this. Richard Nixon was able to make strategic Richard Nixon était capable de prendre des décisions stratégiques de manière correcte. Il y en a eu d'autres. Mais Trump, malheureusement, semble incapable de le faire. Et c'est en partie à cause de l'illusion persistante. Je peux annoncer des sanctions contre la Russie dans 12 jours. Allons donc. Ce n'est même pas digne d'un film hollywoodien, d'un mauvais film, je veux dire, mais c'est ainsi que les États-Unis se comportent en ce moment. Non seulement cela ne favorise pas la paix, mais cela contribue à répandre le chaos. Formuler des exigences, au lieu de pratiquer la diplomatie, ne règle rien. En ce qui concerne le Moyen-Orient, c'est la situation la plus douloureuse et la plus évidente. Israël est un État voyou et criminel, point final. Il commet un génocide. Il tue des gens sous nos yeux. C'est affamer des enfants jusqu'à la mort. Rien de tout cela n'est compliqué. Ce qui est tragique, bien sûr, c'est l'emprise du lobby sioniste aux États-Unis. Et d'où vient exactement cette emprise? Que ce soit l'argent des donateurs, les électeurs évangéliques protestants, ou le chantage du Mossad avec la liste Epstein, qui sait? C'est très difficile à comprendre. Mais la bonne chose à faire pour les États-Unis est évidente, à savoir se lever et dire « Israël commet un génocide. Cela doit cesser immédiatement. Les États-Unis cessent d'armer et de financer Israël. Point final. Parce qu'il doit y avoir deux États, un État de Palestine à côté d'un État d'Israël, maintenant, point final. Et le génocide doit cesser. » Eh bien, je pourrais probablement donner ce conseil indéfiniment. Je ne pense pas que Trump écoute. L'emprise de cette folie sur la politique américaine n'est pas facile à comprendre, même si l'on essaie de l'analyser depuis 50 ans, même si l'on lit John Mearsheimer, Stephen Walt et d'autres depuis des décennies. Il n'est pas facile de comprendre comment les États-Unis et une grande partie de l'Europe, y compris l'Allemagne d'ailleurs, et le Royaume-Uni, sont aujourd'hui effectivement complices d'un génocide. Dans la famine imposée par Israël à jusqu'à 2 millions de personnes à Gaza, des enfants mourant sous nos yeux, des gens tués par des tirs israéliens à découvert, ouvertement reconnus d'ailleurs, lorsqu'ils se rendent à un point de distribution alimentaire. Donc, comment cette emprise persiste et pourquoi je ne peux pas vous donner de réponse définitive. Mais il semble vraiment que chaque politique consiste à s'entêter, car avec la Russie maintenant, encore une fois, il y a cet ultimatum de 10 jours où Trump devra soit faire un revirement très embarrassant, soit se retrouver dans un conflit très direct avec les Russes. À Gaza, c'est soit vous déposez les armes, soit nous devrons continuer la destruction des Palestiniens. On a eu la même rhétorique avec l'Iran aussi, Trump soulignant que l'Iran parle toujours d'enrichissement, ce qui signifie peut-être qu'il faudra encore bombarder. Je veux dire, personne ne parle. Il n'y a pas de véritable diplomatie. C'est assez déprimant. Donc, juste, je suppose, un dernier mot rapide. Oui, et à la base de tout cela, encore une fois, il y a l'arrogance écrasante des États-Unis. Aujourd'hui, elle est incarnée par Trump, mais ce que Trump représente est, comme je l'ai dit, un peu ambigu. Alors que le pouvoir qui anime tout cela, clairement les relations CIA-Mossad, remontent à de nombreuses décennies et est très très solide. L'état profond aux États-Unis est absolument réel. Mais le point essentiel, c'est cette arrogance selon laquelle les États-Unis vont fixer les règles au Moyen-Orient. Ils vont fixer les règles avec l'Iran. Ils vont fixer les règles avec la Russie. Ils vont fixer les règles avec la Chine. Et cela est dangereux et illusoire, car nous vivons dans un monde multipolaire. D'ailleurs, le simple fait qu'il y ait 9 pays dotés de l'arme nucléaire signifie que nous sommes dans un monde multipolaire, car nous ne sommes plus dans un monde où les armes conventionnelles dictent notre avenir, mais dans un monde où une guerre nucléaire pourrait tout anéantir. Et cela pourrait venir de n'importe où.
could end everything, and it could come from anywhere. It could come from any one of these 9 countries. Cela pourrait venir de n'importe lequel de ces 9 pays. Nous avons besoin de diplomatie et nous devons parler honnêtement, directement et sur la base d'un certain niveau de normes et de respect mutuel entre grandes puissances afin d'éviter une catastrophe. Trump, je ne pense pas qu'il en soit capable, malheureusement. Ce qui signifie que le fait angoissant est que Trump va formuler des exigences et qu'elles ne mèneront à aucun résultat. Ce sera notre réalité pour un certain temps. Bien sûr, lorsque l'Europe capitule face à Trump, cela alimente cette folie que nous connaissons actuellement. Cela nourrit cette arrogance. C'est extrêmement dangereux. Si l'Europe agissait comme l'Europe et disait à M. Trump, « Pour l'Europe, vous êtes les États-Unis. Si vous voulez faire quelque chose de mutuel et bilatéral, discutons-en. Mais nous ne cédons pas unilatéralement à vos exigences. Le monde serait bien plus sûr. L'Europe serait bien plus sûre. » Alors, êtes-vous d'accord avec le sentiment de Bannon, selon lequel cela pourrait être, ou que nous pourrions soit déjà y être, soit au moins être dans un prélude à la Troisième Guerre mondiale, ou est-ce exagéré? Eh bien, permettez-moi de dire, d'une manière étrange, car ce sont presque des opposés en un certain sens. Mais le pape François disait, des années avant que Bannon ne le dise, que nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Le pape François était la plus grande figure de paix au monde. Et il disait déjà, il y a une décennie, qu'il avait le sentiment que nous étions dans la Troisième Guerre mondiale. Et bien sûr, compte tenu des circonstances actuelles, on pourrait imaginer un historien remarquable comme vous, ou un spécialiste des relations internationales comme vous, écrivant après la guerre. Eh bien, regardez, tous les éléments étaient là. Nous pouvions le voir arriver, nous pouvions le voir se propager. À cet égard, cela ressemble aux années 1930. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire des comparaisons simplistes, car l'histoire ne se répète pas, mais elle rime, comme on l'a souvent dit. Mais le fait est que nous soyons en pleine Troisième Guerre mondiale ou dans une période susceptible de mener à une telle catastrophe, il ne fait aucun doute que nous sommes actuellement en grand danger. Nous avons besoin de diplomatie. La diplomatie signifie que les grandes puissances se disent « Nous nous respectons mutuellement. Nous ne lançons pas d'ultimatum. » Rappelez-vous, c'est l'ultimatum de l'Empire des Habsbourg à ses adversaires après l'assassinat de l'archiduc qui a servi de prélude à la guerre. Et un ultimatum, finalement imposé par le haut commandement militaire allemand à la Serbie, a été le prélude à la Première Guerre mondiale. Ne faites pas d'ultimatum. Point final. C'est un ultimatum. Je vous en prie, ne faites pas d'ultimatum. C'est ainsi qu'on arrive à la guerre. Ne publiez pas sur Truth Social. La Russie a 10 jours. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire dans le monde actuel. Eh bien, professeur Sachs, comme toujours, merci beaucoup pour votre temps. Et oui, espérons qu'il y aura des changements et que de meilleurs choix seront faits. On a un peu l'impression d'être dans les années 1930. Je pense souvent à Antonio Gramsci, qui écrivait à la fin des années 1920, au début des années 1930, qu'il disait « La crise consiste précisément dans le fait que l'ancien monde se meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Dans cet interrègne surgissent une grande variété de symptômes morbides. » Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être à cette époque. Mais c'est l'impression que cela donne. Pourtant, un nouveau monde fondé sur le multilatéralisme peut naître. Et c'est ce que nous devons aider à faire advenir. Oui, cela semble être une naissance très dangereuse. Espérons donc que les choses iront mieux à l'avenir. Parlons-en bientôt et espérons de bonnes nouvelles. Merci. Merci.